Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. C'est la troisième table ronde de cette journée Digital Habitat 2022. Une troisième table ronde qui va être pour nous l'occasion d'aborder les opportunités du digital pour réduire la consommation énergétique du parc au premier bénéfice des locataires pour qui la facture s'alourdit tout particulièrement ces dernières semaines. Et c'est un sujet totalement d'actualité. Je vous présente nos trois intervenants. François Desgardins, directeur innovation du groupe Nexity. Franck Bécué, directeur technique et innovation pour 1001 Vies Habitat. Et puis à distance, David Bisbal, directeur exécutif client et services d'Homo France. Je vous propose un premier tour de table de nos intervenants qui va vous permettre de vous présenter, de donner quelques chiffres sur votre structure, le nombre de logements gérés ou bâtis, vos implantations. Et on commence par vous, François Desgardins, un habitué de cet événement puisque vous étiez déjà présent l'année dernière et on vous en remercie chaleureusement à la conférence d'ouverture, je crois. Tout à fait, donc merci beaucoup de m'avoir invité à nouveau. J'espère que je n'avais pas trop dit de bêtises l'année dernière, on va essayer de faire pareil cette année. Le groupe Nexity, on est le plus gros acteur français de la promotion immobilière. On est aussi très présent dans le monde des services. C'est un groupe qui fait à peu près entre 4,5 et 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans les services aux particuliers notamment, nous gérons à peu près 900 000 lots en syndic de copropriété et puis en administration de biens. Des métiers difficiles, on va en parler, mais qui sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de rester au contact des citoyens. Et ça, c'est une chance incroyable de les accompagner dans leur vie du quotidien, qui reste un peu notre engagement, qui est de bien vivre ensemble dans un moment de vie qui est particulièrement compliqué. Alors, outre la crise en Ukraine, vous l'avez très bien dit, je pense que pour tous les ménages français aujourd'hui, il y a une vraie difficulté à suivre sa consommation énergétique. Pour plein de gens, les quelques euros en plus tous les mois sur la facture, ils sont assez difficiles à digérer. Donc, ça fait partie aussi de nos missions que de les accompagner le mieux possible. Voilà. Et puis, on est présent aussi dans un certain nombre d'activités tertiaires, que ce soit du coworking, de la gestion de retail park ou de la gestion de parcs immobiliers tertiaires de bureaux, même si c'est un peu moins le sujet du jour. Et vous venez tout juste de prendre la direction innovation de l'ensemble du groupe Nexity. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Franck Bécué, parlez-nous de 1001 Vies Habitat. Oui, donc moi je suis directeur technique et innovation donc, du groupe 1001 Vies Habitat. 1001 Vies Habitat, c'est un groupe d'entreprises sociales pour l'habitat, d'ESH, un bailleur social. On est propriétaire de 86 000 logements en France. On assure le syndic pour 5 000 lots de copropriété, donc on gère 91 000 logements en France. Le groupe a été créé en 1957. 1300 collaborateurs donc, travaillent pour 1001 Vies Habitat. On a le métier de gestionnaire, donc on gère effectivement environ, alors on ne va pas dire gérer, mais on loge 240 000 personnes. On est constructeur, on construit environ 2000 logements neufs par an, et puis on rénove notre parc régulièrement. Donc on investit 80 millions d'euros par an sur notre parc. On est présent en Île-de-France, en Gironde, en PACA et en Rhône-Alpes. Et puis, on a changé de nom le 1er juillet 2018. On était Logement Français avant, donc on s'est appelé 1001 Vies Habitat, parce qu'on a l'ambition de loger et d'accompagner l'ensemble de nos résidents dans leur parcours résidentiel et de leur offrir des logements spécifiques pour les personnes âgées, pour les étudiants, pour les personnes précaires. Voilà. Et puis depuis au moins 3 ans, donc, on travaille sur la décarbonation du parc, sur la question de la décarbonation qui intègre la performance énergétique du parc, mais aussi la biodiversité. Eh bien, ça tombe bien, ce sont des sujets qui nous intéressent. Bonjour David Bisbal, vous aussi vous étiez des nôtres l'année dernière et vous êtes à nouveau avec nous aujourd'hui et on vous en remercie. Allez, un petit dimensionnement sur Domo France, s'il vous plaît. Premier bailleur social de Nouvelle-Aquitaine. On est présent sur 9 départements avec 40 000 logements et 700 collaborateurs. On fait à peu près 1300 logements par an en livraison locative et à peu près 500 ventes en accession sociale ou neuve ou dans l'ancien. Et puis, on fait aussi de la réhabilitation en masse pour à peu près 1000 logements par an. On est certifié ISO 9001, donc ça, c'est sur la qualité de notre production neuve.
On est certifié ISO 50001. Là, c'est tout l'effort que l'on fait depuis 8 ans pour diminuer les consommations énergétiques sur notre parc de logements collectifs. Et on a aussi depuis peu un label RSE qui est Bicorp, qui est anglo-saxon. Et on est également certifié NF Habitat HQE. Voilà, donc on a aussi comme particularité d'être très engagé dans la digitalisation de nos activités, des locataires qui utilisent à 60% notre extranet, un centre de relations clients. Et nos axes aujourd'hui très forts d'activité sont la maîtrise de la quittance pour nos locataires et la transition écologique. Très bien, merci beaucoup monsieur Bisbal. Pour les gens qui nous regardent, on vient de lancer un petit sondage, un petit nuage de mots, comme on l'a fait ce matin en conférence d'ouverture. La question est la suivante, ça se passe sur la gauche de votre écran. D'après vous, quelle est la priorité en termes d'exploitation-maintenance pour les prochaines années ? Quelle est la priorité en termes d'exploitation-maintenance pour les prochaines années ? On vous demande de répondre avec un mot, un seul mot, et on verra dans quelques instants, en quelques minutes, ce que ça donne comme résultat. François Desgardins, faire des économies d'énergie aux locataires, ça passe évidemment par la transformation des bâtiments, la transformation des logements, l'adaptation à ces changements climatiques et à l'exploitation-maintenance en réalité. Quelle est votre approche dans le groupe Nexity sur l'exploitation-maintenance en vue de la décarbonation, des économies d'énergie ? Alors, la première chose, mais je pense que mes camarades diront la même chose, c'est qu'il faut déjà beaucoup d'humilité. Parce que quand on parle de réduction des coûts, on l'a vu, la dynamique des prix fait que déjà, si on arrive à maintenir le montant de la facture, on aura fait une partie du travail parce que, comme vous le savez, les prix sont plutôt à la hausse. Donc l'enjeu va être fort. Alors, comment on s'y prend ? Nous, on a deux activités. On construit du logement neuf. Et d'ailleurs, on est partenaire de Mille et Une Vie Habitat et de Domo France sur un certain nombre de programmes. Et donc, dans la construction neuve, on va utiliser un certain nombre de travaux concernant les matières premières qu'on utilise sur les bâtiments. Alors, bien évidemment, tout le monde parle du bois. Nous, on est numéro 1 sur le label BBCA, bâtiment bas carbone, qu'on a gagné 2 années de suite. Donc, ça veut dire que dans notre production, on s'engage à chaque fois que c'est possible, en tout cas, et de plus en plus, à avoir une production qui va utiliser du bois, qui est effectivement une matière qui a tendance à emprisonner le carbone et qui va permettre d'avoir une facture carbone qui soit un peu amoindrie. On va aussi travailler bien évidemment sur tout ce qui est tri des matériaux qu'on utilise. Alors matériaux parce que de plus en plus on va travailler en réhabilitation, rénovation, et donc la manière dont on déconstruit le bâtiment avant de le reconstruire va nous permettre aussi finalement de baisser cette empreinte carbone. Et puis ensuite dans la manière dont on va penser l'actif en tant que tel, et ce qu'on soit en tertiaire ou en résidentiel, on va se demander finalement quel est la bonne type d'intelligence qu'il faille mettre dedans. Le raccourci serait de se dire que finalement le digital consomme de l'énergie et du carbone et que donc il ne faut pas en mettre. Donc on a des bâtiments dans lesquels on pourrait se dire finalement la solution entre autres si on veut faire des économies, c'est de ne pas mettre de digital. Bien évidemment c'est un raccourci, bien évidemment c'est faux, et donc la question de fond c'est est-ce que je mets des cafetières qui fonctionnent tout seuls ? Je pense que la réponse est non. Ou est-ce qu'effectivement dans la manière dont je pense mon bâtiment et dans la manière dont je vais le connecter, j'essaye de faire des choses qui sont utiles. Alors on teste plusieurs choses. On a annoncé au marché il y a quelques mois maintenant qu'on allait sortir un bâtiment qui fonctionne sans GTB. Alors qu'est-ce que la GTB ? La GTB c'est une espèce d'ordinateur du bâtiment qui va capter un certain nombre d'informations pour lui permettre de s'adapter notamment à la température extérieure, etc., etc. Et donc on teste un bâtiment qui via des jeux d'ouvrants, donc il y a toujours une intelligence, une intelligence grâce au digital dans le bâtiment, mais qui va permettre en fait d'ouvrir un certain nombre de morceaux du bâtiment pour faire des ventilations dans le bâtiment et donc permettre en réalité de ne plus chauffer du tout le bâtiment. Donc ça typique, c'est un bâtiment qu'on appelle essentiel, qu'on est en train de produire et en tertiaire et en résidentiel,
Il a la particularité de ne pas pouvoir être construit partout, notamment parce que cette logique d'ouvrant fait qu'il faut être dans des zones dans lesquelles notamment la qualité de l'air est optimale. Donc c'est compliqué de mettre un bâtiment comme ça, par exemple à côté du périphérique parisien, parce que là pour le coup, même si on aura des économies d'énergie, on aura quelques sujets avec la qualité de l'air, mais dans un certain nombre d'endroits en France, c'est tout à fait possible, ça fonctionne. Et pour avoir visité un de ces bâtiments dans le nord de l'Europe, puisqu'il a été inventé dans le nord de l'Europe, on est arrivé sur un bâtiment avec une température extérieure qui était à -5 et dans le bâtiment il faisait 18 alors qu'il n'y avait pas de chauffage allumé. Donc ça fonctionne. Donc ça c'est vraiment un de nos sujets d'innovation qu'on va essayer de pousser. Et puis au-delà de ça, on va revenir sur la data, c'est-à-dire que pour bien maîtriser sa consommation, la moindre des choses, c'est de connaître sa consommation. Et là, historiquement, tous autant qu'on est, moi j'ai un parcours public-privé, j'ai fait 10 ans à la ville de Paris, 4 ans à Bercy, avant d'arriver chez Nexity. On a beaucoup travaillé sur facture. C'est-à-dire que vous aviez une facture qui arrivait, et cette facture, elle était trimestrielle, avec une révision de facture une fois par an. Ce qui veut dire, pour être clair, que quand vous aviez une fuite d'eau, il arrivait très régulièrement que vous vous rendiez compte de l'existence d'une fuite quand elle était cachée, parce qu'au bout de 2-3 factures dont vous trouviez que la consommation était quand même le montant était très anormal, vous finissiez par vous rendre compte qu'il y avait une fuite. Demain, avec un certain nombre d'objets connectés, sur ce type d'exemple-là très concret, on va pouvoir en temps réel utiliser ce qu'on appelle de la data chaude, c'est-à-dire de la data qui revient tout de suite, et accompagner nos équipes pour qu'elles mettent qu'elles arrivent à comprendre quelle est la vraie consommation mètre cube d'eau d'un bâtiment et qu'elles puissent positionner des alertes qui vont faire que quand cette consommation en temps réel devient anormale, on ait une alerte. Si je prends l'exemple des collectivités territoriales, avec un exemple un peu extrême pour bien vous le faire comprendre, vous doutez bien que dans une piscine, si vous avez une fuite d'eau à un instant T, là vous allez tout de suite vous rendre compte que le débit d'eau est pas du tout le même. Moi j'ai eu le cas dans une piscine du 13e arrondissement où effectivement on avait un trou dans une canalisation qui se déversait directement dans les égouts. Honnêtement, les équipes techniques ne pouvaient pas s'en rendre compte. Si on avait eu des objets connectés avec des alertes temps réel, on aurait pu s'en rendre compte et bien évidemment intervenir beaucoup plus vite et donc faire que la consommation d'eau de cet équipement public-là n'ait pas de surfacturation et surtout de surconsommation. Sur la partie électricité, chauffage, gaz, on va avoir un peu le même sujet. Le premier point pour nous, ça va être grâce à la captation de la donnée en temps réel, de mieux comprendre l'évolution de la consommation pour pouvoir mieux la maîtriser. Merci pour ce sujet. Franck Becquet, justement, sur cet aspect data, données, connaître son patrimoine, connaître sa consommation, le plus en temps réel. On a compris qu'on parlait de data chaude. Est-ce que chez Mille et Une Vie Habitat, vous êtes aussi concerné ? Alors, tout à fait. Donc, il y a la question du neuf. Donc, François l'a dit. Donc, le neuf est d'autant plus qu'il vient d'être à nouveau réglementé avec la RE 2020 qui a été mise en vigueur au 1er janvier 2022. Donc aujourd'hui, on va construire du neuf bas carbone avec effectivement toute la question des matériaux, avec des systèmes énergétiques pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire qui emploient peu de carbone, donc en privilégiant l'électricité. Mais on a aussi le parc. Donc comme je vous disais, nous, on a un parc de 91 000 logements et notre difficulté, ça va être de pouvoir faire baisser cette consommation de carbone chez nos locataires sur notre parc. Donc depuis 2019, on a fait une quinzaine d'expérimentations afin de nous forger une conviction qui est que surtout, il ne faut pas faire d'usine à gaz. Donc, j'aime pas cette expression, mais elle est illustrante. Ouais. Et il faut absolument que la révolution digitale soit au service des locataires pour pouvoir améliorer leur confort et surtout maîtriser leur quittance, maîtriser leur consommation électrique individuelle ou même gaz, et pour apporter de nouveaux services. Donc, on a, depuis, après un appel d'offres, on a mis en place une nouvelle plateforme numérique, Citron, avec le partenaire Citron, la plateforme Citron de GADS, qui va réceptionner toutes nos données techniques et nos informations et nos pannes grâce aux objets connectés. Et on va implémenter au fur et à mesure avec des briques notre plateforme Citron. Donc depuis 2021, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est la télésurveillance ascenseur, c'est les alarmes techniques des loges. Toutes les alarmes techniques qui signalent des pannes d'équipement dans les loges sont reportées sur la plateforme. Et c'est les alarmes sécurité des loges lorsque nos gardiens se font agresser. Donc on a une alarme sécurité. L'objectif de 2022, c'est de pouvoir ajouter une nouvelle brique sur la consommation des compteurs d'eau.
Donc, comme le disait François, on a 2 partenaires qui se partagent le marché en Île-de-France. Je vais donner le nom, donc c'est Tekem et ProxyServe, qui sont propriétaires de nos compteurs et qui nous les louent, entretien et relève. Donc ils ont déjà, eux, puisque nos compteurs sont télérelevés, ils ont déjà les informations de consommation d'eau de nos locataires et on va les pousser, ces informations, dans notre plateforme numérique Citron au cours de l'année 2022. Et donc on pourra effectivement, comme le disait François, avoir des alertes fuites, puisque ça, c'est un écoulement permanent d'eau chez le locataire. Donc, c'est peut-être la chasse d'eau, c'est peut-être le robinet qui fuit, c'est peut-être une eau de fuite. Donc, cet écoulement anormal d'eau va créer une alerte fuite chez nous. Et on pourra pousser l'information vers le CRC et vers le prestataire qui intervient dans l'entretien de la robinetterie. On pourra alerter le locataire qui a une alerte fuite chez lui grâce au CRC et on pourra, au centre de relations clients, et on pourra faire intervenir automatiquement donc le prestataire pour qu'il aille chez le locataire vérifier. Et puis, on a aussi l'objectif d'avoir le top 10 des résidences les plus consommatrices d'eau. Et faire des campagnes d'information, de sensibilisation aux éco-gestes dans ces 10 résidences les plus consommatrices, avec des objectifs de réduction de consommation d'eau dans ces 10 résidences de 5 à 10%. Et donc ça, c'est des objectifs qu'on espère inscrire dans notre politique RSE qui est en cours d'élaboration. On sait pourquoi ces résidences sont plus particulièrement consommatrices d'eau mais, par rapport à d'autres plus vertueuses. C'est le comportement des gens, voilà, donc qui laissent couler l'eau parce que l'eau, on a l'impression que c'est gratuit et que c'est une denrée infinie. Et je pense que l'eau est une denrée finie et que malheureusement on consomme trop d'eau. Puis c'est de l'eau propre qui est renvoyée dans les systèmes d'eau usée et donc nos Veolia, nos syndicats des eaux nettoient de l'eau propre. Donc du coup, ils payent en plus le nettoyage de l'eau propre dans leur facture d'eau, ce qui est un peu dommage. L'objectif pour 2023 et 2024, ça va être au moment du renouvellement du contrat d'exploitation de nos chaufferies collectives, on demandera au nouvel exploitant de poser des sondes de température et d'humidité dans les logements, dans 10 à 15% des logements selon la taille du bâtiment et les préconisations de l'ADEME. Donc on va poser des sondes de température. L'exploitant récupérera sur sa plateforme ces informations. Il y aura également des sondes de température dans les chaufferies, donc ça se concerne le chauffage collectif, donc dans les chaufferies sur les températures départ et retour de l'eau chaude, température du chauffage. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'ADEME dit que ça suffit, 10 à 15% des logements, c'est pas la peine d'en mettre de partout, quoi. Exactement. Donc on met ça au rez-de-chaussée, on met ça au dernier étage, on met ça façade nord, on met ça façade sud, et ça permet d'avoir la photographie complète de la température moyenne du bâtiment. Donc ces informations arriveront sur la plateforme du prestataire, de l'exploitant, et puis ça arrivera en automatique aussi sur notre plateforme. Et donc on aura en instantané, et non pas lors du bilan annuel chaque année, ou de la facture trimestrielle, on aura en instantané la température intérieure des logements. Et on verra dans les résidences où il fait 23 degrés, qu'il fait trop chaud, les locataires ouvrent la fenêtre et ils payent trop de gaz. Voilà, donc on aura un cercle vertueux qui permettra à l'exploitant d'aller régler au mieux et optimiser les consommations de gaz dans les chaufferies en faisant baisser cette température vers les 19 degrés réglementaires ou les 20 degrés à la demande des locataires, quoi. Très bien. David Bisbal, comment ça se passe de votre côté chez Domo France? Vous êtes aussi sur ces innovations, sur ces attentions, sur ces points d'attention? Oui, tout à fait. On est en train de déployer ce qu'on appelle un plan de comptage, qui est de barder d'IoT toutes nos installations de chauffage. On est à 30% d'avancement sur 17 000 logements de chauffage collectif, pardon. Donc les capteurs sont soit des sondes de température, soit des relevés de débit principalement. On équipe aussi, bien sûr, un échantillon de logement par résidence pour avoir ce qu'on appelle la température de consigne. L'objectif de ça, c'est de monitorer nos installations. Donc, un tiers de nos installations sont aujourd'hui monitorées, c'est-à-dire que nos techniciens peuvent voir les points de façon schématique, les points critiques de l'installation avec les mesures normalement
qu'on doit faire et la mesure en temps réel de la température ou du débit, par exemple. C'est aussi, on contrôle aussi les volumes, bien sûr, les compteurs. Et donc, ça, c'est un point majeur. Ça nous permet très vite, quand il y a une panne, aussi de dialoguer avec l'exploitant pour clarifier ce qui est en cause pour la panne. Et après, ce plan de comptage, il nous sert à mesurer la performance de l'exploitation. Je le disais en introduction, on est certifié ISO 50001. Ça veut dire qu'on s'est engagé depuis 2016 à dégager 15% d'économie en 8 ans. Donc, on a une courbe, on a une trajectoire. Donc, cette trajectoire, elle vit surtout avec l'apport des résidences neuves et puis la réhabilitation de notre parc. Les gains se font aussi en rénovant, en modernisant nos appareils de production, mais ils se font aussi en surveillant les exploitants. L'objectif est de ne plus être à devoir consulter les extranets de chacun de nos exploitants qui, bien sûr, ne sont pas paramétrés de la même façon, mais d'avoir un seul système de surveillance qui est à notre main. Voilà, donc ça, c'est le point majeur aujourd'hui de notre démarche concernant la digitalisation pour réduire la facture énergétique de nos locataires et consommer moins. Très bien, merci. Pendant ce temps, pendant que vous parliez tous les trois, je prends connaissance du nuage de mots qui a été généré par cette question à nos spectateurs qui nous regardent. Quelle est la priorité d'après vous en termes d'exploitation-maintenance pour les prochaines années ? Se dégagent 3 mots très nettement: isolation, efficacité, qui est encore plus émergent, et connaissance. Connaître son patrimoine, connaître la consommation énergétique de son patrimoine. Le temps réel aussi, c'est quelque chose on a compris que c'était absolument intéressant. Il y a d'autres termes: sobriété, optimiser, adaptabilité, personnaliser. Et puis il y a le BIM. On a beaucoup parlé ce matin du BIM, du jumeau numérique dans la construction, dans la réhabilitation. Est-ce que c'est un sujet aussi pour l'exploitation-maintenance chez Nexity, François Desgardins ? Alors, je pense que c'est un sujet, pas chez Nexity, c'est un sujet pour tout le monde, mais avec toujours pour nous le souci de voir, et ça a été très bien dit, de ne pas faire les choses parce que c'est la mode, oui, ou parce que c'est dans l'air du temps. Je pense qu'on s'est tous retrouvés, les gens qui sont dans l'innovation, ainsi de suite, confrontés à un certain nombre de problèmes. Le premier, c'est qu'il faut comprendre quand même qu'il y a 10 ans, il n'y a rien ou pas grand-chose. L'écosystème de start-up et d'entreprises qui était sur le marché était très faible, et donc finalement, même si on a tous toujours eu envie d'innover, la réalité c'est qu'on n'avait pas énormément de possibilités pour le faire. Ces 10 dernières années, c'est le contraire. On a vu émerger énormément d'acteurs sur tous les segments. Beaucoup d'ailleurs sont partenaires de cet événement, et pour nous, les décideurs, et encore plus, je pense, chez mes collègues bailleurs sociaux, il y a toujours ce souci de comment on va dépenser l'argent public, et moi, comment je vais dépenser l'argent des actionnaires du groupe, sur le fait de ne pas investir sur des technologies ou sur des entreprises qui, d'un côté, dans 3 ans, n'existeraient plus ou utiliseraient des technologies obsolètes. On parlait d'IoT, on a eu tout un tas de gens qui sont venus avec des capteurs qui coûtaient très très cher, qui avaient des durées de vie très courtes, qui utilisaient des batteries et qui donc en réalité étaient très consommateurs d'énergie. Donc tous, on s'est retrouvés à une forme de difficulté à choisir les bons partenaires. Et c'est vrai que de fait, ça nous a pris un peu de temps, les uns les autres, dans cette réflexion-là, d'identifier les bons partenaires. De ce point de vue-là, je dois reconnaître qu'on s'est beaucoup inspiré des bailleurs sociaux, parce que le bailleur social, par essence, est un gestionnaire de centre de coûts qui a l'éducation de faire attention à la dépense. Et donc lui, il s'est très rapidement intéressé à la manière d'optimiser cette dépense. Et c'est effectivement comme ça qu'on a identifié une plateforme qui s'appelle Intent Technology, qui avait été déployée par Immobilière 3F, pour ne pas les nommer, qui avait un certain nombre de connecteurs qui étaient disponibles et qu'on est en train d'utiliser chez nous, notamment par sa capacité à aller chercher de la data chez les autres. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser un outil très verticalisé qui viendrait d'un segment qui serait soit l'eau, soit l'électricité, soit etc., le premier enjeu pour nous, c'était de récolter toute la donnée, de la mettre à un endroit pour pouvoir commencer à travailler dessus. Je vous parle de ça parce que
Ça, c'est la première source de data. Le BIM apporte autre chose. Il apporte effectivement une data qui est une data entre autres spatiale, c'est-à-dire cette capacité à avoir en 3 dimensions un objet qui peut aller d'un toilette à l'ensemble d'un bâtiment complet. Et là, objectivement, on est un peu plus dubitatif au moment où on se parle sur l'intérêt du BIM. Alors pourquoi ? On est dubitatif parce qu'on a été dans les premiers à faire des maquettes BIM, et je dois vous dire qu'en tant qu'exploitant derrière celui qui construit, aujourd'hui, je n'ai qu'un seul client qui m'a demandé de continuer à maintenir ses maquettes BIM. Ce client, c'est Ivanhoe Cambridge avec les tours du haut, mais la plupart des autres maquettes qu'on a produites et qu'on a livrées à des clients, force est de constater que quand ils nous ont demandé de gérer leurs biens, ils ne nous ont pas demandé de les mettre à jour. Et pourquoi ? Parce que à ce stade, tout du moins, le coût d'intervention d'un technicien sur une opération, par exemple pour aller refaire un morceau de BA13, vous coûte moins cher que de mettre à jour la maquette au fil de l'eau à chaque fois que vous changez la moindre gaine ou la moindre prise électrique. Donc c'est vrai qu'en termes de business case, alors je suis désolé, c'est mon côté très privé qui revient sur le devant de la scène, mais on n'a pas encore de modèle économique qui nous garantisse que ce fameux jumeau numérique en exploitation nous apporte des vrais gains. Je pense qu'il en apporte dans la construction parce qu'il permet, par exemple, via des calculs automatiques, de se rendre compte, par exemple, du nombre de litres de peinture qu'il va falloir pour peindre un bâtiment. Si la maquette a été correctement faite, vous pouvez penser avec un certain nombre d'algorithmes de faire ça. Donc c'est vrai que dans le domaine constructif, ce jumeau numérique en 3 dimensions a un usage. Dans le domaine de l'exploitation, je suis convaincu que ça va finir par arriver, mais à ma connaissance et au moment où on se parle, ça reste encore un peu limité. Et d'ailleurs, si on parle du parc, la plupart de nos clients aujourd'hui sont déjà dans des situations où, en résumé, ils n'ont même pas les plans mètres carrés de leurs étages. Donc si déjà on arrive à reconstituer proprement les surfaces de plateau, qu'on soit en résidentiel ou en tertiaire, d'archiver tout ça correctement dans ce qu'on appelle des armoires à plans, et de faire que cette information-là est à peu près maîtrisée avec les plus grands éléments, donc les ouvrants, où sont positionnées les fenêtres, les portes, etc. Honnêtement, mis à l'échelle de l'ensemble du parc français, sera déjà un bon travail. Alors, il n'empêche que, bien évidemment, le digital va continuer son déploiement. Tout ça coûtera sans doute beaucoup moins cher. Il y a des technologies qui sont en train d'arriver qui permettent aussi de faire un peu automatiquement ce jumeau numérique. Moi, je l'ai beaucoup dit dans beaucoup d'interventions. J'appelle le gouvernement français, parce que je l'ai fait dans une vie antérieure, à prendre la main. Alors non pas pour financer quoi que ce soit, mais juste pour forcer les acteurs à se mettre d'accord sur les formats d'échange de données. Tant qu'on ne sera pas d'accord sur la manière dont on partage la donnée, on lancera tous des initiatives qui nous coûteront très cher et qui, au final, ne seront pas suffisantes parce qu'aucun d'entre nous a une taille critique pour imposer le marché. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'on arrive à mettre tout le monde autour d'une table pour se mettre d'accord sur ces formats de données, faire des formats qui soient dits ouverts, c'est-à-dire que n'importe quelle entreprise qui a envie de venir connaisse la manière d'échanger de la data, et puis que nos amis les architectes, que j'aime beaucoup, partagent les objets numériques 3D qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, vous avez dans plein de programmes des architectes qui vont modéliser en 3D le même toilette. Et donc, ça va coûter X fois le toilette, alors même que c'est le même toilette de la même marque, et que si on avait une espèce d'endroit où on puisse récupérer un certain nombre d'objets, on pourrait baisser profondément le coût de mise en œuvre de ces fameuses maquettes numériques 3D. On a des questions qui nous arrivent pendant qu'on parle. Sur la fenêtre de gauche, vous pouvez poser vos questions que je reçois ensuite. Michael nous demande, enjeu d'avenir, la simplicité. Nouvelles techno, ce sont des coûts d'exploitation nouveaux. Comment accompagner les exploitants sur la maîtrise de ces coûts d'exploitation ? C'est ce que vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans trop de gadgetisation, non ? Alors, il ne faut pas tomber dans trop de gadgetisation. En même temps, si on est honnête, il faut quand même dire la vérité à nos collaborateurs. C'est-à-dire que l'informatique libérateur, ça n'existe pas. Moi, j'ai eu le plaisir de mettre en place SAP pour l'État français et pour la mairie de Paris. La vérité, c'est que mon discours n'était pas de dire à mes comptables, c'est formidable, vous allez avoir SAP, ça va fonctionner tout seul. C'est faux, c'est un mensonge. C'est l'inverse. Vous allez utiliser SAP, ça va être plus compliqué, mais ça va nous permettre à nous, les décideurs, de faire plus de choses. Donc, à court terme, aujourd'hui, quand on discute avec nos techniciens et nos inspecteurs, on leur dit pas que l'utilisation d'Inten, par exemple, c'est un outil qui va leur faciliter la vie. C'est pas vrai. Il va falloir qu'ils mettent les alertes. Il va falloir qu'ils renseignent les champs. Et donc, ça veut dire que tous ces métiers, il va falloir former
nos collaborateurs à utiliser les outils informatiques. Et c'est vrai que quelque part, il y a une forme d'effort. Qui va faire que quelqu'un, par exemple, qui était un technicien énergétique, on va lui demander demain, sans doute, de saisir un peu de data dans des écrans et qu'il va falloir qu'on l'accompagne pour le faire. On parlait des concierges. Les concierges aussi, dans les immeubles aujourd'hui, ils vont utiliser des outils informatiques alors qu'objectivement, il y a 20 ou 30 ans, ils n'avaient pas besoin d'avoir une tablette ou un smartphone ou quoi que ce soit de cette nature. Donc, moi, je ne crois pas qu'il y aura un informatique libérateur, en tout cas pas à court terme, même si par contre, on va en avoir énormément besoin pour devenir meilleur. Franck Bécué, une question peut-être pour vous. Mathieu nous demande, avez-vous mis en place des indicateurs de maintenance, comme par exemple les temps d'arrêt chaufferie par an, le nombre de pannes, la moyenne de température intérieure, etc. Oui. Mais, comme je disais tout à l'heure, l'installation des sondes de température se fera au renouvellement du contrat qui démarrera au 1er juillet 2023. Donc on est en train de peaufiner le cahier des charges. Mais effectivement, on avait dans les contrats originaux effectivement ces indicateurs de panne, le taux de disponibilité dans les ascenseurs par exemple, les indicateurs de température extérieure, le dépassement du NB dans les consommations de gaz dans ces chaufferies collectives. Voilà, donc on avait tous ces indicateurs déjà. Mais moi, j'aimerais rebondir un peu sur ce que dit François, parce qu'effectivement, après 3 années d'expérimentation, une autre conviction qu'on s'est forgée, c'est qu'il faut des partenaires solides. Donc, effectivement, Digital Habitat nous fait rencontrer des startups et c'est très bien. Et j'ai retrouvé effectivement des startups avec qui on travaille depuis 3 ans, donc, comme Homez, avec qui on a fait un showroom d'objets connectés dans un logement. On travaille également avec Coquelicot sur une expérimentation sur l'individuation des frais de chauffage. Voilà, donc, mais c'est sûr qu'il faut travailler avec des partenaires solides sur des technologies un peu éprouvées. Et donc, c'est pour éviter effectivement la poudre aux yeux et aller vers des sirènes qui entraîneraient vers de la dépense. Et comme le disait François, donc les bailleurs sociaux sont toujours un peu attentifs à leurs dépenses comme on manie de l'argent public. Donc, et alors, comment on emmène les locataires et vos agents dans cette aventure de la réduction de la consommation énergétique? Alors, mais c'est une vraie question parce que effectivement, en parlant du BIM, le BIM risque de modifier un peu l'organisation, mais beaucoup les métiers. Et on a travaillé avec le CSTB sur notre stratégie BIM. Et donc, on va décider au cours du premier semestre là, si effectivement on lance totalement notre stratégie BIM, sachant qu'on expérimente sur une agence en Ile-de-France, sur les 9 agences, la BIMisation du parc, pour avoir un BIM gestion sur cette partie-là. En gros, ça veut dire quoi? Vous commencez sur certains bâtiments, voilà, à les jumeler exactement, sur environ 6 à 7 000 logements. Donc, on va avoir une maquette numérique de nos résidences en intégrant également tous les équipements intérieurs au logement. Donc, et alors, qu'est-ce que vous répondez à François Degardin quand il vous parle de ces réserves? Nous avons les mêmes réserves. Et donc, effectivement, on a pris un partenaire solide comme le CSTB pour nous aider à défricher notre stratégie et à essayer d'expliquer au mieux les futures dépenses et les futures recettes. Puisqu'il paraît qu'on va avoir des recettes grâce à des gains de productivité pour nos agents, comme vous dites, pour nos collaborateurs, je cherche un plan, je ne sais pas où il est, mais grâce au BIM, je le trouve tout de suite. Je ne sais plus si dans tel logement, il y a tel équipement, etc., mais je le trouve tout de suite parce que avec 3 clics, je le trouve. Mais pour ça, il faut former les gens. Et c'est pas que la formation, il faut les acculturer à ces nouveaux outils et à ce que ça devienne un automatisme chez eux, quoi. Donc, et on réfléchit aussi à l'interopérabilité entre tous ces logiciels, tous ces modules, tous ces ERP. Et on réfléchit, est-ce qu'il faut connecter notre plateforme Citron, qui est une donnée chaude, une donnée en flux, avec le BIM, qui est plutôt une donnée froide, puisque c'est une donnée du patrimoine. Donc,
Pour l'instant, on pense que non, mais on continue à y réfléchir. Avec un vrai sujet, un collaborateur entre guillemets digital native, il rentre pas dans les outils objectivement, je le dis avec beaucoup d'humilité, de la même manière qu'un collaborateur qui est plutôt proche de la retraite. Ce qui est pas choquant, c'est un peu normal, c'est lié, c'est lié à nos activités. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé en comptabilité, il y a 25 ans, j'étais avec un comptable qui m'expliquait qu'il faisait pas confiance à Excel et du coup il recalculait à la main tous les calculs qu'on faisait dans Excel. Alors, sans aller jusqu'à dire qu'on en est là, il y a un vrai sujet. Et aujourd'hui, vous voyez bien qu'il y a des jeunes qui sont nés avec des tablettes et des smartphones, donc vous les faites très vite rentrer dans des outils où on leur demande de saisir des trucs. Et la base de nos collaborateurs, c'est pas que des jeunes qui sortent de l'école. Donc ce programme de transformation des compétences, il est lourd. Il est lourd. David Bisbal, chez Domo France, vous avez commencé à jumeler du patrimoine avec des jumeaux numériques. Plutôt modestement, on a aujourd'hui une trentaine d'opérations de construction ou de réhabilitation qui sont jumelées. À l'échelle de notre production annuelle, c'est pas très important. Et à l'échelle de notre parc en gestion, c'est très peu. Nous, l'accent que l'on met, c'est effectivement ce que je vous ai expliqué sur le fait de monitorer nos installations, notamment de production de chauffage, pour bien les contrôler et faire que les exploitants de chauffage les contrôlent mieux, car aujourd'hui, à l'heure où on se parle et où on se parle du BIM, eh bien, on en est encore partout à avoir des exploitants qui laissent des compteurs bloqués, qui laissent partir des grosses fuites. Voilà, donc on est encore, entre guillemets, sur des métiers exercés dans les immeubles, dans les installations de façon rustique. Donc là, il faut qu'on monte d'un cran. Après, on travaille, on est aussi utilisateur de la plateforme Intent. Donc, tous nos exploitants, nos contractants de maintenance ont pour obligation de s'inscrire sur cette plateforme. Ça nous permettra de remonter les alertes aussi qui viennent de notre plan de comptage quand il y a des pannes, et derrière d'avoir des retours par les exploitants de chauffage sur qu'est-ce qu'ils ont fait, et on aura la copie de leur bon d'intervention, puisqu'on les a en masse tout le temps, ces copies d'intervention. Donc ça, c'est quelque chose qui est en place sur nos 40 000 logements, pour les ascenseurs, pour le chauffage, pour les portes automatiques de garage, pour les VMC, pour le multiservice dans les logements. Donc ça nous donne chaque année des centaines de milliers d'interventions. On est aussi sur la communication, donc communication vis-à-vis de nos prestataires avec la plateforme Intent, et communication avec nos locataires. On leur a mis à disposition un observatoire des charges. Monsieur de Nexity disait qu'on faisait attention aux coûts. Oui, on va jusqu'à rendre public le palmarès des charges de façon détaillée sur 3 ans auprès de nos locataires et des associations de locataires. Donc, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup d'échanges à partir de ça. C'est-à-dire que nos locataires ne nous ont pas encore, ou les associations ne se sont pas encore saisies de cette data pour nous challenger, mais je pense que ça va venir, notamment avec ce qu'on expliquait sur la population qui est de plus en plus geek. Voilà, on est aussi sur, je crois, un intervenant l'a expliqué aussi sur son parc, la télérelève, qui est quelque chose qui est maintenant en place sur tous nos compteurs individuels d'eau et de chauffage. Et qui permet aujourd'hui de restituer 1 à 2 fois par an les consommations dans l'extranet des locataires, pour que les gens puissent suivre leur consommation. Donc l'extranet qui est aussi dispo sur smartphone. Et demain, l'objectif, c'est de leur restituer les éléments sous chaque mois. Et puis, pour récupérer les données de consommation des exploitants de chauffage, notamment, on est avec une plateforme de lecture automatique des factures qui nous permettra d'accélérer aussi
les bilans annuels de consommation et les calculs des intéressements. Oui, David Bisbal, vous parlez de dématérialisation, d'extranet, de smartphones, de locataires qui sont de plus en plus geeks. Il ne faut pas oublier non plus une partie de vos usagers, de vos locataires qui sont encore déconnectés, qui sont encore pas très au fait de la connexion, etc. Comment vous faites avec cela ? Alors, on a déployé depuis le 1er janvier une nouvelle charte de service où on a pris comme engagement de déployer des actions sur notre parc en matière d'inclusion numérique, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec notamment la Fondation Bordeaux Université. On forme en pied d'immeuble des associations à être des relais pour les personnes éloignées du numérique de façon à ce qu'elles s'en rapprochent. Voilà, donc il y a des ateliers pour se familiariser avec ces outils en pied d'immeuble. Sinon, nos locataires les plus âgés peuvent venir demander des explications à nos personnels qui sont eux-mêmes bien équipés en matière informatique, qui ont Intent par exemple, et qui vont donc avoir demain des éléments sur les consommations des locataires. Bien. On a un réseau de proximité pour répondre à ça aussi pour les personnes éloignées du numérique. Très bien. Merci David Bisbal. François Desgardins, parlons des enjeux de l'exploitation sur les 10 prochaines années. On a quand même des obligations, un peu de résultats sur les économies d'énergie à faire pour l'environnement. Et puis pour le porte-monnaie des locataires, on voit bien que l'énergie est de plus en plus chère. Et ce n'est pas ces dernières semaines qui me contredisent. À quoi il va falloir faire attention pour être au rendez-vous, pour que ça marche ? Alors, plusieurs sujets. La première chose quand même pour le porte-monnaie des locataires, ils ont eu de la chance quand même, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle le plan de relance. Et que quelque part, on a tous bénéficié de la capacité de la puissance publique, alors européenne pour le coup redescendue par le biais des États, à financer de la rénovation énergétique de manière massive. Je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais on a vu des flux financiers arriver pour permettre de la rénovation énergétique dans les bâtiments. Bien évidemment, les bailleurs sociaux ont utilisé cet outil, mais c'est tous les propriétaires, quelque part, qui ont pu activer ça. Donc, il y a quand même une phase là de soutien objectif de la puissance publique au financement d'un certain nombre de projets de rénovation, de restructuration, d'isolation, dont on a pu parler tout à l'heure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça a été très bien dit, c'est qu'on ne va pas se mentir. Tous autant qu'on est, on peut faire le plus bel immeuble du monde si vous ou moi, on chauffe n'importe comment en laissant toutes les fenêtres ouvertes, parce qu'en fait, on s'en fiche, parce qu'en fait, on ne maîtrise pas totalement notre consommation ou qu'on a l'impression qu'on ne la paye pas parce que c'est par exemple de la partie commune. Nous, on pourra faire tout ce qu'on veut. Ça ne marchera pas. Donc, on en reviendra bien au citoyen et à sa capacité, là où il vit, à faire attention à ce que j'appellerais le bien commun. Et d'ailleurs, dans nos actifs, ce qu'on appelle les parties communes, ce n'est pas un hasard. C'est bien l'endroit où on vit ensemble. Le seul endroit où vous croisez vos voisins, c'est dans le hall de votre immeuble. Si, quand vous y passez, vous laissez la porte ouverte, vous faites n'importe quoi, vous ne rangez pas correctement vos poubelles et ainsi de suite, tout ce que je dis est très évident en réalité. Bien évidemment, votre bâtiment, il va avoir une obsolescence plus rapide. Il y aura effectivement de la consommation d'énergie à perte parce que, je répète, on laissera les fenêtres ouvertes, on ne fermera pas correctement les portes, etc., etc. Donc, je pense qu'un des sujets pour nous, dans un monde où je vous rappelle qu'on a un petit objet qui s'appelle la RGPD, c'est comment on arrive à sensibiliser chacun de manière quasi individuelle à ce qu'il fait au quotidien, alors même que normalement nous n'avons pas trop le droit de travailler sa data personnelle. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour nous. Alors tous autant qu'on est via ces plateformes, on essaye de faire des profils, de profiler effectivement peut-être plutôt à l'échelle d'un bâtiment ou voilà, des choses comme ça. Bon, en réalité, on sait tous que si on nous laissait aller travailler sur la donnée individuelle, aujourd'hui, on serait capable de monitorer, par exemple, de savoir dans un immeuble qui chauffe chez lui et qui ne chauffe pas. Ce qui permettrait, par exemple, d'aller faire du soutien économique à des gens qui n'ont pas les moyens de payer leur chauffage mais qui n'oseront jamais le dire.
versus des gens qui surconsomment et qui chauffent de manière constante, de manière trop élevée. Et puis enfin, je terminerai sur les nouvelles technologies. Nous, on essaye de pousser, et ça va être compliqué, mais on ne baissera pas les bras à l'hydrogène. Moi, je suis convaincu que sur l'hydrogène, il se passera beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est une matière première qui est beaucoup vue comme accessible dans le cadre de la mobilité, donc plutôt tout ce qui est véhicule. Mais en réalité, on commence à travailler sur les premiers bâtiments qui vont fonctionner à l'hydrogène. Alors, pour faire très court, et j'essaie de faire simple, mais le Centre d'énergie atomique a inventé une technologie qui permet de transformer de l'énergie solaire en hydrogène liquide pour qu'on le stocke dans des bonbonnes. Et ensuite, il y a une capacité à décatalyser cet hydrogène pour le retransformer en énergie. Voilà, ce qui vous évite d'utiliser des batteries. Donc mécaniquement on n'a pas l'effet négatif de la batterie, et l'hydrogène quand il est stocké n'a pas de perte, alors que votre batterie, vous savez, votre batterie de votre smartphone, même si vous y touchez pas, elle a tendance à perdre un peu de sa capacité. Voilà, l'hydrogène lui il va rester. Voilà. Alors aujourd'hui il y a une réglementation qui est assez problématique pour aller mettre de l'hydrogène dans des bâtiments résidentiels par exemple, mais en réalité toutes ces technologies ont beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et voilà, typique, ça c'est une énergie d'avenir, une énergie décarbonée qui, de mon point de vue, sera à suivre et qu'on suit en tout cas. Très bien. Franck Becquet, une réaction sur le point de vue à 10 ans, les obligations à agir et la réalité du terrain. Alors on a écrit dans notre stratégie patrimoniale qu'on allait éradiquer tous les bâtiments F et G, donc les plus énergivores, à fin 2024. Donc c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est fait. Enfin voilà, donc c'est dans les plans. Les études ont démarré pour effectivement isoler au mieux les bâtiments de notre parc. Et puis on vient d'écrire aussi que à fin 2030, ça serait tous les bâtiments E qui seront aussi éradiqués. Voilà, donc tous les plus énergivores disparaîtront comme ça de notre parc. Alors ça c'est écrit, c'est bien. Maintenant il faut y aller. Faut y aller. Donc ça veut dire qu'on a des plans, on a des plans prévisionnels d'entretien. On passe des appels d'offres pour choisir des maîtres d'œuvre. Et puis ensuite, une fois que les études sont faites, on lance les appels d'offres pour rénover énergétiquement nos résidences. Tout à l'heure, je vous ai beaucoup parlé de nos logements avec une notion de température, mais ça concerne le chauffage collectif à gaz, avec de l'énergie gaz. Il nous reste les chauffages avec les chauffages individuels, que ce soit de l'électrique ou du gaz. Et donc sur le chauffage individuel électrique ou gaz, c'est le locataire qui paye sa facture à Engie ou à un autre fournisseur d'énergie, électricité, à EDF ou à Poweo, etc. Donc là-dessus, on n'a pas beaucoup de moyens d'agir, si ce n'est qu'on réfléchit quand même à... On avait signé en 2015-2016 des conventions avec Voltalis sur l'écrêtement électrique. Donc Voltalis est un partenaire d'EDF, où EDF, quand on est en hiver, qu'il y a une pointe de froid, plutôt qu'EDF aille acheter de l'électricité à l'Espagne ou à l'Italie, ou qui relance des centrales au charbon, EDF demande à Voltalis d'écrêter, c'est-à-dire que Voltalis va couper les convecteurs électriques des habitants pendant 15 à 20 minutes. Donc la température intérieure des logements baisse de 0,5 degrés environ. Et au bout de 15-20 minutes, Voltalis, grâce à un petit boîtier qui est posé dans le tableau électrique, relance les convecteurs électriques. Donc les locataires ne le voient presque pas. C'est la version moderne de l'EJP des années 80. Exactement. Sauf que là, c'est à 15-20 minutes. Quoi. Et Voltalis fait ça effectivement depuis 2013 ou 2014 pour le compte d'EDF. Donc on a une partie de notre parc qui est déjà équipée. On a environ 3000 logements qui sont équipés en Ile-de-France et en PACA. Et puis il reste une partie du parc en Ile-de-France, en Rhône-Alpes et en PACA encore à équiper. Donc je pense que ça sera encore 3 à 4 000 logements qui vont être équipés par Voltalis. Donc ça permet une économie de 70 à 100 euros par an pour le locataire. On a lancé une expérimentation avec Elax, une start-up qui est présente ici, donc là aussi sur l'écrêtement d'électricité pour les ballons électriques, pour l'eau chaude sanitaire. Voilà, donc on réfléchit à des solutions aussi avec Carnot, qui fait des chaudières numériques. Hein, donc c'est des serveurs numériques qui tournent. Carnot offre du calcul à l'extérieur, et donc ça chauffe ou ça préchauffe les ballons ECS. Et on a chez soi des petits serveurs comme ça. Non, c'est dans la chaufferie. C'est tout fermé. C'est la chaufferie. Mais ils ont des convecteurs électriques aussi. Ouais. Ils ont aussi des convecteurs électriques, mais on pense plus au système collectif.
Voilà, donc, et puis sur l'individuel gaz, donc là c'est plus compliqué. Donc il y a une start-up qui est présente ici qui s'appelle Oga et donc qui a aussi une solution assez simple, je trouve, juste pour appuyer sur un bouton en sortant de chez vous en disant vous êtes absent, et les systèmes se mettent un peu en veille et donc sans régler des thermostats d'ambiance qui peuvent être un peu compliqués pour nos locataires, là automatiquement là, avec de l'intelligence artificielle, ça diminue la température intérieure du logement et il sait que le locataire va revenir vers 18h et donc vers 17h30 ça se remet en route pour récupérer la chaleur. Il apprend la vie de son locataire. Il a pris exactement, c'est l'intelligence artificielle. Présence, etc. Très bien, merci. Peut-être, Monsieur Bisbal aussi, est-ce que vous avez des indicateurs d'économie qui sont réels? Parce qu'on parle beaucoup d'économie pour les locataires, d'économie d'énergie, mais finalement, on parle de quoi? De 10 euros, de 50 euros, de 100 euros. Qu'est-ce que ça donne? C'est compliqué, me dit François Desgardins à côté. Peut-être, ouais. Monsieur Bisbal, qu'est-ce que vous en dites de votre côté? J'ai indiqué tout à l'heure l'objectif sur lequel on était sur la trajectoire de notre parc collectif. On a lancé, on est sur moins 15% en 8 ans, donc ça va s'achever l'année prochaine, en 2023, et on va repartir ensuite sur essayer dans les 10 années suivantes de gagner 20% de consommation d'énergie. Donc après, effectivement, aujourd'hui, ces consommations sont contrebalancées par l'évolution des prix du gaz notamment, qu'on a réussi jusqu'alors un peu à museler parce qu'on s'est engagé aussi et on n'a pas d'effet de hausse du prix du gaz, même si le bouclier disparaît au 30 juin. On n'aura pas d'effet cette année parce qu'on achète notre gaz dans une centrale d'achat avec d'autres collectivités locales en Gironde. C'est la deuxième centrale d'achat d'énergie en France. C'est une société qui s'appelle le SDEG. Voilà, donc ça, c'est un point majeur. Donc oui, aujourd'hui, en 2022, depuis 7 ans, on a dû faire moins 15%. Ça fait on va dire, à peu près une centaine d'euros peut-être par an pour nos locataires. Voilà, c'est important parce qu'une centaine d'euros par an, c'est aujourd'hui, avec le profil de nos locataires qui sont peu solvabilisés par l'APL, c'est des sommes qui sont importantes. Et en fait, les locataires nous sont, en termes de qualité de service et de retours commerciaux, les locataires nous sont grés de faire attention à ces choses-là, à la fois pour réduire leurs factures, maîtriser leurs quittances et aussi d'agir pour la préservation de la planète. Donc, Monsieur Bisbal, est-ce que vous sentez qu'il y a une prise de conscience qui se fait quand même depuis 5-10 ans, qu'on martèle, qu'on isole, qu'on met des moyens? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui se fait? Je parle globalement, il y aura toujours le gars qui rafraîchit chez lui alors que c'est surchauffé en ouvrant les fenêtres. Mais globalement, est-ce que ça ne va pas mieux? Oui, les gens font attention, mais après, sont de plus en plus sensibilisés à ça, d'autant qu'effectivement, le coût de l'énergie devient de plus en plus cher. Oui, ils sont quand même sensibilisés. Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc, en particulier, nous, dans les objectifs qu'on a, c'est de construire une plateforme énergie qui récupérera sur notre parc collectif chauffé les consommations qui sont issues de notre plan de comptage, de nos IoT, mais aussi on va récupérer auprès des concessionnaires, puisque la réglementation nous le permet, dès qu'on a un point de livraison à plus de 10 logements, et même si le chauffage est individuel, gaz ou électrique, on peut récupérer les adresses ou les consommations par adresse et ainsi voir peut-être
à mieux mener former. des actions là où on sent qu'il y a des consommations qui ne sont Très bien. pas en dérive. Donc, on a tout un réseau après d'associations qui se sont constituées, qui nous permettent d'agir, de rentrer chez le locataire et de discuter avec eux pour les sensibiliser aux éco-gestes, à la façon d'utiliser leurs équipements pour être moins consommateurs. Donc, il y a quand même tout un écosystème on a parlé des startups, mais aussi il faut parler du monde associatif qui veut agir dans ce domaine-là en sensibilisant les gens. Mais il y a bien évidemment beaucoup de travail parce que ce n'est pas le seul sujet de préoccupation des gens. Et tout le monde n'est pas aussi expert sur les données énergétiques ou carbone que peut-être nous, professionnels. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait facile à comprendre. Merci, Monsieur Bisbal. J'ai une question qui arrive, qui sera peut-être notre dernière question avant qu'on se sépare. C'est intéressant ça parce qu'on parle beaucoup de données et on parle beaucoup de données depuis ce matin. Comment gérer en interne ces flux de données toujours plus importants? Comment prioriser les actions qu'ils demandent, quoi, tous ces flux, toutes ces informations? François Degardin, est-ce qu'il faut se... Alors, ça rejoint un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Le problème qu'on a tous eu, c'est que en réalité, c'est pas nos agents ou nos collaborateurs qui peuvent aller trier au milieu du lac de données pour choisir celle-ci m'intéresse, celle-ci m'intéresse pas. Et le sujet qu'on a eu pendant un certain temps, c'est que les plateformes, les méta-plateformes capables de collecter la data et la stocker correctement et ensuite d'aller l'analyser pour nous donner ce qui est vraiment utile pour nous, bah, objectivement, il y en avait peu, ou plus exactement, il y en avait plein, mais qui souvent savaient travailler sur un segment, l'eau ou l'électricité. Et puis on avait des pure players verticaux, les grands qu'on a cités, que ce soit ceux de l'eau, des ascensoristes, etc., qui étaient convaincus qu'ils allaient faire des business models sur leur data. Donc ils n'ouvraient pas cette donnée. Donc tout l'enjeu pour nous, ça a été de faire émerger des acteurs capables de prendre la data, et c'est pas nos collaborateurs, je répète, on a parlé d'Intent, on a parlé de Citron, on a pu parler de DeepKey, enfin voilà, il y a H-Experience, il y a un certain nombre de sociétés qui font ça, pour que ces acteurs, eux, récupèrent cette donnée. Leur job à eux, c'est d'inventer des dashboards, d'inventer des outils de saisie, des workflows, des capacités, des alertes, etc., etc. Et ensuite, à nous de former nos collaborateurs pour qu'ils utilisent ces outils et que, de fait, on puisse travailler. Donc, je pense que ça y est, on arrive à un moment du marché où on a 4-5 entreprises aujourd'hui qui sont en train de sortir du lot, j'ai envie de dire, et arriver à une taille critique pour pouvoir faire ça. On va pouvoir enfin rentrer dans le dur. On l'a vu, on y est tous quand même, plus ou moins avancés, mais on y est tous. Et donc, on peut espérer que globalement tout ça avance dans le bon sens. Je dirais juste quand même comme petit bémol, mais ça c'est mon côté aménageur urbain qui va le ramener, c'est qu'il y a une partie quand même du sujet de l'énergie qui ne jouera pas à l'échelle de l'immeuble. Je vous parlais de l'hydrogène tout à l'heure, il n'y aura pas dans chaque immeuble un processus de dispositif hydrogène, donc c'est à l'échelle du quartier que ça va se jouer. Et nous, tous autant qu'on est, on opère des bâtiments, mais qui eux-mêmes sont sur un territoire, et c'est à l'échelle de ce territoire qu'il faut qu'on travaille. Donc il y a beaucoup de travail à faire avec la puissance publique, avec les collectivités territoriales, pour se demander effectivement, est-ce qu'on met une ferme solaire pas loin, et est-ce que du coup nous on peut récupérer l'énergie de cette ferme solaire pour alimenter nos actifs? Est-ce qu'une fois encore on met des dispositifs hydrogène, et comment nous on va les ramener chez nous pour pouvoir utiliser cette énergie-là? Et là objectivement, de manière assez humble une fois encore, on est plus en attente de ces nouvelles solutions que dans notre capacité à vraiment les prescrire. Mais ça va arriver, ça va arriver. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci François Degardin, merci Franck Bécu, merci David Bisbal. Merci pour la qualité de vos échanges, votre disponibilité et pour avoir pris le temps de répondre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui. Suite des tables rondes Digital Habitat 2022 dans quelques instants à 15h précisément, avec une thématique qui va aller en prolongement de tout ce qu'on s'est dit, puisque c'est comment mobiliser les locataires pour les rendre acteurs des défis climatiques. Voilà, comment on va les chercher, comment on leur donne l'information, comment on leur fait des retours sur leur consommation, sur leurs économies, pour que, évidemment, tout le monde tire dans le même sens. Merci beaucoup, on se retrouve à 15h. Merci.